je vais créer une nouvelle feuille. C'est sur cette feuille-là que je vais faire le solver. Donc, la feuille 3, je vais dire solver. Voilà. Alors, je vais agrandir autour de la zone de travail. Et donc, je vais commencer par placer mes paramètres. Je vais dire ici, par exemple, paramètres. Les paramètres, donc, on a les résistances, on a la tension, V. Je vais directement entrer les valeurs. C'est en volts. Ensuite, nous avons les résistances de R1 jusqu'à R6. Je vais mettre R1, je vais faire bouger jusqu'à R6. Et je vais placer donc les valeurs. Donc, c'est des valeurs juste à titre d'exemple. 2, 4. On va continuer dans le même sens. 5. 1. Et puis enfin, 2 hommes. Je vais mettre l'unité ici. On pourrait mettre homme. Ah là, si vous voulez insérer un symbole, vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez aller vers insertion. Homme, c'est le signe de homme, c'est quoi? Oméga. Oméga. Des sigma. Ah, exact, celui-là. Voilà, je l'insère. Je pourrais lui donner fermé. Si on veut, on n'est pas obligé. On pourrait donc toujours écrire homme en toutes lettres. Voilà, je l'ai ajouté donc sur tout le domaine. Maintenant, je mets mes variables, les variables ici. Variable. Combien on a de variables? On a la variable i. Ok, on a i1. Exact. Donc, je vais faire bouger jusqu'à 5. Normalement, on devrait avoir... pourquoi on a cette équation? En tout cas, on va travailler qu'avec 6 équations. Et on va voir est-ce que la dernière équation serait équilibrée. Parce que comme on a seulement 6 variables, on a besoin de 6 équations. Ici, on vous a donné 7 équations. Alors, donc, on met les équations. Là, je mets donc les équations, ils représentent en quelque sorte des contraintes. C'est des contraintes implicites, où ça va me permettre surtout de calculer les écarts. Donc, je vais mettre les équations. Alors, les équations, donc, je commence par la première. On n'est pas obligé de mettre nœud A, nœud B, etc. Donc, en tout cas, si vous voulez, on pourrait toujours rappeler pour celui qui veut voir d'où vient l'équation. Et je vais mettre ici donc une équation. Pour faire les équations, je vais nommer mes variables et mes paramètres. Donc, je vais venir là et je vais commencer à nommer. Je mets ici V. Souvent, on a besoin de mettre V souligné ou bien V tout court. V, il l'accepte. Donc là, j'ai nommé cette valeur par V. Par contre, là, je ne peux pas nommer par R1. Donc, je vais mettre R1 souligné. R1 souligné. Je vais faire la même chose pour les autres. R souligné 1. Excusez-moi parce que là, il est en train de nous donner un message d'erreur. R1 souligné. Ou bien R souligné 1, comme vous voulez. Vous devez taper une référence valide. Oui. Tiré de 8. Hein. R souligné 1. Ça marche. Donc, on mettra la même chose pour l'autre. R souligné 2. R souligné 3. R souligné 4. Ensuite, R souligné 5. Et puis enfin, je reprends R souligné, on a dit 5. Et puis enfin, R souligné 6. هذا l'erreur اللي كنت كندير. Je ne mets pas le shift. R souligné 6.
Voilà, ça marche. Donc, on pourrait bien voir les différentes plages nommées. Donc, comme vous le voyez là, je vais agrandir. De ce qu'on a nommé. Donc, vous voyez, il y a Hado, c'est sur l'autre feuille, quand j'étais en train de raisonner sur le polynôme. Hado, voilà. Mais ce qu'on a nommé pour le moment, c'est R1, R2 jusqu'à R6 plus V. D'accord? Je vais nommer encore les courants, ici. Je vais donner des valeurs aléatoires pour le courant. Juste des valeurs aléatoires. Donc, je ne sais pas quelles doivent être les valeurs. Donc, on pourrait mettre 1, 2, 3, 0, 4, moins 1. Je ne sais pas est-ce qu'ils doivent être positifs. Je pense que tout est positif. Donc 0,5 peut-être. Voilà. C'est des valeurs initiales. Mais je dois nommer là aussi parce que je vais bâtir mes équations en utilisant ces noms. Je vais nommer par I. Ici. I. L'autre c'est I1 souligné. Ou bien I souligné 1. Les valeurs, oui, c'est aléatoire. Mais quand on posera les équations, on pourrait ajuster manuellement. Si on voit que certaines équations elles sont trop loin de 0, parce que normalement toutes les équations ils doivent donner 0. Quand ils sont bien équilibrés, il faut qu'ils donnent 0. Si on voit qu'on est trop loin de 0, on pourrait rectifier quelques valeurs pour s'approcher de 0. C'est une première façon d'être tout près de la solution. D'accord? Pour des problèmes de convergence. Parce que vous savez en maths, quand vous voulez résoudre un problème d'optimisation, si vous donnez une solution initiale qui est loin de la solution réelle, ça peut ne pas converger. La méthode peut ne pas converger. Au lieu de converger, il peut diverger. Donc, on pourrait ajuster manuellement, parce qu'on sait faire. Mais par contre, on ne saura pas calculer à une précision de 10-6 près. C'est donc le solver qui va le faire à notre place. Donc, je suis en train de nommer. Donc, ici, je vais mettre comme tout à l'heure, I souligné 2, ou plutôt 1, celle-là. Ensuite, I souligné 2. I souligné 2. I souligné 3. I souligné 4. Et puis enfin, I souligné 5. I souligné 4. Je termine par I souligné 5. Voilà, j'ai tout nommé. Maintenant, je commence mes équations tranquillement. Je vais mettre égal. La première équation, c'est I. Donc, je vais mettre I. Vous voyez la liste, je l'ai bien dans la liste. Plus ou bien moins. C'est plutôt moins. I souligné 1. Moins encore. I souligné 2. Normalement, cette équation, il faut qu'il donne 0. Vous voyez, ça donne moins 4. Donc, qu'est-ce qui a fait le moins 4? Ce sont mes valeurs initiales. Mais on n'est pas trop loin. En tout cas, on pourrait retoucher quelques-unes pour équilibrer. Alors, allez-y. Les nœuds, les autres nœuds, je dois aller jusqu'à D. Nœud B. Ici, c'est le nœud C. Et puis là, c'est le nœud D. Alors ensuite, les mailles. Donc, je vais mettre maille. La loi des mailles. On a juste numéroté les mailles. Maille 1. Et je vais donc déplacer pour les autres. Voilà. Je place les autres équations. Donc, pour le nœud B, nous avons I1 moins I3 moins I4 égale 0. Donc, je mets I souligné 1. I souligné 1 moins, je suis dans la deuxième équation. D'accord? Égal, oui. Il va falloir que je mette égal. Égal. Moins I souligné 3 moins I souligné 4. C'est tout. Donc, il faut que ça donne 0 aussi. Ce n'est pas le cas. C'est tout à fait normal parce qu'on a initialisé aléatoirement. Alors, égal I5. I5 moins I2 moins I4. I4.
Ensuite, pour le nœud D, donc on a I moins égale I moins I3 moins I5. Là, on est proche de 0. Alors maintenant, la loi d'émail, donc nous avons R1 égale R souligné 1 multiplié par I souligné 1 plus R3, donc R souligné 3 multiplié par I3 moins V, normalement il faut que ça donne 0. Alors ensuite, R souligné 1 égale, je l'oublie, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, R1 multiplié par I1 plus R4 multiplié par I4 moins R2 multiplié par I2. Ça doit être égal à 0. Ce n'est pas le cas. Et puis la dernière équation, je vais la poser aussi. Donc R4, R souligné 4, multiplié par, il faut mettre le signe égal. R4, on a dit, multiplié par I4, plus, entre parenthèses, R5 plus R6. Oh non. Ok. Plus, on a dit R6, c'est bien ça? Oui, je vais agrandir. Je ferme la parenthèse, le tout multiplié par I5 moins R souligné 3 multiplié par I3. Voilà, normalement ça doit donner 0 aussi. Voilà. Vous voyez en fait, les équations, là où on est un peu trop loin, c'est l'équation 3, l'équation 2, les mailles. Mais pour les changer, il va falloir changer les variables parce que il va falloir changer les courants. Oui? La loi d'Ohm? Oui? On va avoir une valeur de 0 ici, l'équation. Oui, mais ça peut équilibrer une équation et ça peut déséquilibrer d'autres. Parce que par exemple, si on a juste I1 et I2, on pourrait bien le faire dans l'équation 1 pour régler 0. Sauf que je ne sais pas quel effet ça va entraîner au niveau des autres. En tout cas, regardons les 3 dernières équations. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on est capable de voir? Parce que les 3 dernières équations, il y a le I1 qui intervient dans les deux. Il y a le I3. Quel est le courant qui intervient dans les 3? R4? Non. R4, il intervient dans les 2 dernières. I1 dans les 2 premières. R3 dans la première et la troisième. Donc il faut que je change tous ces courants-là. On va laisser le solveur faire à notre place. Si jamais ils ne convergent pas, dans ce cas-là, on va revenir changer les valeurs initiales. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Le conditionnement d'un système. Pourquoi on ne remplace pas V par R1, I1 plus R3 et 3? V? Oui. Non, V c'est un paramètre. V n'est pas une variable. C'est-à-dire nous, on a fixé un générateur, et là, ses caractéristiques, donc on ne veut pas le changer. Les résistances aussi, on ne veut pas les changer. On veut trouver les courants. Étant donné un générateur, étant donné des résistances, on veut trouver les courants. C'est pour la loi des Oui. Oui. Égal. Égal à la tension Oui. entre A et B. Et B. Égal à V1. Oui. Égal à V1 moins V2.
V démontre. C'est ce qu'on a mis. C'est ce qu'on a mis dans le... Pour ça, on remplace V par ces valeurs. Ah, regarde, l'équation 5, là, c'est ce que tu as dit. L'équation 5. Regarde l'équation 5. Ben, il a dit. C'est ce qui a donné l'équation 5. Ah, ouais, c'est bon. Si tu mets V de l'autre côté, tu vas obtenir l'équilibre. Mais les valeurs qu'on a choisies pour le moment, ce ne sont pas des bonnes valeurs. Donc, ce qu'on va faire, nous allons calculer les erreurs. On va calculer une erreur globale. Alors, je vais prendre, parce que vous voyez en fait les écarts ici. Normalement, ici, on doit trouver partout des zéros. Des fois, il y a un écart positif, des fois un écart négatif. Donc, on va cumuler les écarts de façon arithmétique. On va cumuler la somme des carrés des erreurs. On pourrait voir ça comme des erreurs, ce qu'on a là. D'accord? Donc, je vais calculer l'erreur globale. Erreur globale. L'erreur globale, ça se calcule par quoi? Par la somme, par la racine carrée de la somme des carrés. La racine carrée de la somme des carrés divisée par le nombre. Si on veut calculer une erreur relative. Donc, je pourrais mettre égal racine carrée de ce qu'on a là au carré. Je vais élever au carré. Plus ce qu'on a ici au carré. Plus ceci au carré. En fait, on a, je pense, il y a une fonction qui calcule somme des carrés. Somme carrée. Je pense. Somme carrée. Vous voyez, il y a cette fonction. Ça calcule la somme des carrés des arguments. Donc, on pourrait l'utiliser. Il va falloir juste que je dise pour quelle valeur. Je ferme. Donc, et je divise par le nombre de points. Parce que là, j'ai 7 erreurs, donc je pourrais diviser par 7. Pour avoir une erreur moyenne. En tout cas, vous n'êtes pas censé diviser. Si vous voulez, vous laissez. On pourrait ne pas le faire. C'est comme si on veut amplifier l'erreur. Parce que quand vous amplifiez l'erreur, le correcteur, il travaille plus. Celui qui va corriger, c'est le solveur. Donc souvent, des fois, quand on a des faibles erreurs, c'est pas très bien. Donc on pourrait amplifier. Amplifier en multipliant par une constante. Donc au lieu de diviser, on ne divise pas, comme ça on aura une erreur amplifiée. Le quoi? Oui, le calcul d'erreur. Parce qu'en fin de compte, le solveur, il va minimiser une fonction. Une seule fonction. C'est une fonction qui tient compte de toutes les erreurs. D'accord? Pour les 7 équations. Normalement, si les courants sont bons, les 7 équations doivent être équilibrées. C'est-à-dire que toutes les équations, ils doivent donner des zéros. Dans ce cas-là, l'erreur totale, ça serait 0. D'accord? Ici, on est plutôt à une erreur qui est de l'ordre de 28. Donc, c'est le solveur, on va lui dire, tu minimises ça. Alors maintenant, les courants, tous les courants doivent être positifs. Quoi? Non. Non, elle dit que c'est une erreur normalisée. Une erreur normalisée. C'est-à-dire que quand vous normalisez tout dans l'échelle 0,1, quand vous ramenez tout dans l'échelle 0,1, l'erreur dans ce cas-là, l'erreur moyenne, il serait aussi dans 0,1. Mais là, non, on n'a pas normalisé. Alors, est-ce que c'est bon? Vous avez compris un peu le modèle de calcul. Maintenant, nous avons notre fonction. C'est ça la fonction à minimiser. Puisque c'est une erreur globale, on va dire c'est à minimiser. Ça, c'est à minimiser. C'est ça ce qu'on doit minimiser. Alors, comment? En faisant varier quoi? En faisant varier les variables. Regardez, souvenez-vous, j'ai toujours colorié les variables en jaune, ou plutôt en vert. Vous vous souvenez, en fait, à chaque fois je mets mes variables, je les colorie en vert. Alors, les erreurs, ou bien la fonction à minimiser en rouge, comme ça. Prenons ça. Ben, il nous reste une troisième composante pour le modèle. Parce que pour faire un modèle d'optimisation, on a besoin de 3 composantes. Les variables du problème, la fonction à minimiser ou bien à maximiser, et les contraintes. Pour nous, on a quelles contraintes? On va juste imposer, puisque quand on a travaillé, on a tout orienté. Et donc, on a travaillé avec des courants arithmétiques. Tous les courants doivent être positifs.
D'accord? Positif au nœud. Donc ce sont les contraintes que je vais ajouter. Je vais dire au système, tu ne tolères pas qu'une variable courant soit négative. Donc je vais aller au solver. Solver, il est dans données. Je lance mon solver. Alors regardez qu'est-ce qu'il me demande. Parce que j'avais sélectionné mon erreur. Donc il l'a pris comme fonction à minimiser. Je vais dire à minimiser. D'accord? Je lui dis il faut minimiser cette grandeur. Maintenant ils me disent quelles sont les variables. Les variables c'est les courants. C'est la zone verte. C'est cette zone. Donc je sélectionne tout ce domaine. C'est ça donc mes variables. C'est ça ce que je lui donne droit de modifier. C'est comme si je lui dis tu modifies ça, mais de telle sorte à ce que l'erreur, à ce que la fonction s'amenuise. Alors, je valide. Maintenant, les contraintes, c'est la troisième composante. Les contraintes. Je pourrais ajouter autant de contraintes que je veux. Je vais mettre ajouter. La première contrainte, c'est que le courant, le premier courant, il faut qu'il soit positif. On va dire supérieur ou égal à 0. D'accord? Alors, je vais mettre ajouter. En fait, ajouter parce que j'ai encore d'autres contraintes. Comme ça, je reste ici. Et je vais aller donc faire une contrainte sur le deuxième courant qui lui aussi doit être supérieur ou égal à 0. Ajouter. Troisième contrainte sur le troisième courant. Il faut qu'il soit aussi supérieur ou égal à 0. Ajouter. Alors, on est à quel niveau maintenant? Quatrième courant. Supérieur ou égal à 0. Ajouter. On a déjà fait pour le I4? Non? On est là maintenant. Supérieur ou égal aussi à 0. Et puis le dernier courant, il faut qu'il soit aussi supérieur ou égal, qu'il reste constamment supérieur ou égal à 0. C'est comme si on a fixé les directions de balayage. Vous savez, en fait, c'est un problème de dimension 6. C'est pas R3, c'est R6. On est en train de chercher dans un domaine, dans R6, dans la dimension 6. On va explorer les axes, parce que chaque dimension est un axe, R. Mais on va l'explorer en allant de 0 vers. On ne va jamais aller de 0 vers moins, mais vers le plus. On a donc fixé le sens de balayage. Donc je mets OK maintenant, que j'ai fait toutes mes contraintes. En fait, si j'ai à ajouter d'autres contraintes, on pourrait les ajouter. Je ne sais pas, par exemple, si un courant, on veut qu'il soit constamment entier. On pourrait dire donc, je veux absolument à ce que I3 soit toujours un entier. Mais là, c'est pas très réaliste, cette condition. Donc, regardons, on a I, il faut qu'il soit supérieur, I1, I2, I3, I4, I5. Ce sont toutes mes variables. On n'a pas de I6. Non. Donc, maintenant, c'est tout. Alors, mais attention à cette case, celle-là, celle qui est cochée. Rendre les variables sans contrainte non négatives. Sans contrainte, nous, on a des contraintes non négatives. Donc, il ne faut pas qu'on la coche, parce que si je la coche, c'est comme si je lui dis ces contraintes que j'ai entrées n'ont pas d'effet. D'accord? Quand est-ce qu'on le fait? Rendre les variables sans contrainte non négatives. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on tolère le négatif ou pas? On ne tolère pas les négatifs. Normalement, j'aurais dû cocher juste cette case sans faire ces contraintes. Si on n'avait pas fait ces contraintes, on coche cette case, on lui dit toutes les variables ils doivent être positives. Donc maintenant que je le fais, je vais juste décocher et je vais lancer. C'est la même chose. Soit que vous cochez, vous ne mettez pas de contraintes, puisque maintenant je le fais, parce que dans beaucoup de problèmes, on est dans ce genre de système. Toutes les variables doivent être positives. Si c'est des variables physiques, c'est toujours, lorsque vous fixez un sens, vous imposez à ce qu'il soit constamment positif. Donc vous pouvez très bien, au lieu de faire, si vous avez 100 variables, au lieu de faire 100 contraintes,
Vous pouvez ne pas faire, vous cochez juste la case et automatiquement il le prend. Il va toujours explorer, mais en regardant que des valeurs positives. Alors ici, il y a les méthodes. Bon, je vais utiliser celle-là qui est par défaut et je vais mettre résoudre. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Le solver a trouvé une solution. Il a trouvé une solution, on pourrait même le voir. Regardez, en fait, il est passé de 28 à 0,7. Donc ça, c'est bien. C'est bien, en fait. Regardez, on ne va pas trouver des zéros ici, parce que normalement, au niveau des équations, des 7 équations, je dois normalement trouver partout des zéros. Et c'est difficile d'atteindre cette condition. En tout cas, on est déjà très proche. Peut-être au troisième chiffre après la virgule, au niveau des courants, c'est quelque chose de bien. Regardez, il a calculé les courants même à 6 chiffres après la virgule, mais globalement, l'erreur globale que j'obtiens, si j'avais divisé par 7, j'obtiens ici l'erreur normalisée ou moyenne, c'est de l'ordre de 1 dixième. D'accord? Si j'avais divisé par 7, j'obtiens ici 1 dixième. Donc j'ai résolu le problème, j'ai obtenu une résolution. Pourquoi ici on ne pourrait pas avoir quelque chose de parfait? Parce que il y a au niveau de la recherche, ça ne peut faire que ça, ça ne peut donner que ça. Mais c'est déjà satisfaisant. Donc on pourrait dire qu'on a résolu notre... après exécution du solver, on a trouvé 7 dixièmes. 7 dixièmes. Non, mais tu n'as pas encore exécuté le solver. Il y a quelque chose qui ne va pas, juste au niveau de votre modèle de calcul. Regardez, en fait là, soit que vous avez une équation qui n'a pas été liée aux variables, soit que quand vous avez indiqué les variables, vous avez oublié une, peut-être, vous n'avez pas fait bouger une, etc. Déjà, le premier problème en fait auquel on est confronté, pourquoi on pourrait expliquer l'erreur qu'on a obtenue? Parce que nous avons 7 équations au lieu de 6 seulement. D'accord? C'est comme si on a un système qui admet plus qu'une solution. Il admet plus qu'une solution. Donc éventuellement, on est sur le cas le plus défavorable, c'est-à-dire pour rechercher. Normalement, on ne devrait imposer que 6 équations, pas 7. Quand vous avez plus d'équations que d'inconnus, le système il admet plus de solutions. Et donc c'est ce qui rend un peu plus difficile d'atteindre une erreur plus meilleure que ce qu'on a fait. Comment? Le solver dans données. Si vous n'avez pas le solver, il faut l'installer. Il faut aller vers fichier. Clique sur fichier. Voilà. Il faut attendre. Clique et attends. Non, il ne faut pas cliquer. Tu attends. Voilà. Quand tu descends vers option, il faut aller donc le chercher dans. Il faut attendre. Mais c'est valable en fait. Ce qu'on a fait, il est très valable parce que ça, c'est une erreur globale. C'est la somme des erreurs sur les 7 variables, sur les 7 équations. Normalement, il faut qu'on divise par 7. Si on avait divisé par 7, on obtient une erreur de 1 dixième. Pour un système à 7 équations. Ça marche. Pour donc une exploration d'un espace de dimension 6, si on arrive à trouver ce genre d'erreur, c'est bien satisfaisant. Donc, on pourrait dire qu'on a résolu le premier problème. Je vais passer aux autres exercices pour les corriger rapidement. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cet exercice, qui n'a pas eu le résultat? C'est vous? Alors, je ne sais pas où est-ce que tu as eu le problème. Pourquoi il n'a pas donné de... décocher avec la case. Là, annuler d'abord, annuler. Mais attends, tu es à 0,28. C'est mieux que ce que j'ai trouvé moi. Donc c'est mieux que ma... montre-moi encore l'erreur, la formule d'erreur. Racine 100 carré de... Clique dessus. Double clic. Oui. Parce que tu es divisé par 7. Moi, je n'ai pas divisé. Donc ouais, c'est ça ce qui a donné l'écart. Mais normalement, on devrait trouver la même chose. Oui. Oui. Je l'ai donné. Oui. Oui. Option avancée. Non.
Complément. Il faut aller vers complément. Allez-y. Attends qu'il parce que ta machine est devant. Ici. Non. Atteindre. Solver, cocher solver. Ah ouais, ok, les installent. Tu laisses. Ah, ولكن pourquoi il t'a donné les distinctions? حيت انا من جيت هنايا الفالور ديالي درت لها الموديل Tu as déjà appliqué le solver. C'est-à-dire les équations directes qui me sont bonnes. Montre-moi la première équation, qu'est-ce que tu as mis dedans? C'est les mêmes équations que tu m'as données? Les valeurs des courants. Ah, tu prends les mêmes valeurs. Prends les mêmes valeurs que ce qu'on avait pris initialement. Refais, oui, par exemple. Fais juste un clic. Un seul clic et écris. Voilà. Ça marche. Alors, l'erreur maintenant. Non, laisse juste voir la forme, la valeur. Il a donné une valeur. Qu'est-ce que tu prends? Tu as calculé des racines. Alors, au carré, erreur 1 au carré plus l'erreur 2. Tu n'as pas fait la racine carrée. Donc, tu calcules la racine carrée. Mais tu peux le laisser comme ça, sauf qu'il ne faut pas s'attendre comme nous à 0,7. Parce que tu n'as pas calculé la racine carrée, donc tu es toujours au carré. Peut-être il faut s'attendre à 10, comme erreur. Tu peux le laisser comme ça. Tu peux prendre, c'est une erreur encore amplifiée. Tu le laisses, sans faire la racine carrée. Allez-y, puisque tu l'as fait, ça vient. Parenthèse fermée, entrée. Deuxième, ça. D'abord, allez-y, vers le solver. Alors, laissez voir, donc, tu es en train de maximiser. Il faut minimiser plutôt. Clique maintenant sur les variables, est-ce qu'ils sont bonnes? Là, elle attend de 5 jusqu'à 10, tu es dans F. Oui, ça marche. Et puis, allez-y, résoudre. Platine, ce genre à trouver, donc ça marche dans tout. Moi, je sais que tu as la même erreur. Ça marche. Il n'y a pas plus simple que ça. Oui. Minimiser. Tu as à minimiser le solde. Oui. Minimiser. Maintenant, tu entres les contraintes. Ajouter. Non. Clique sur ajouter. Pour ajouter une contrainte. Tu dis là, le premier courant. Clique sur le premier courant. On va taper là. Supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal. Non, ajouter, comme ça tu ajoutes l'histoire, sélectionne le deuxième courant, et ainsi de suite. Il faut faire 6 fois. Après, donc, tu résous. Voilà, on va passer à l'autre exercice rapidement. Je n'ai pas accepté la solution, donc je dois refaire. J'ai annulé, au lieu d'accepter, j'ai annulé. Alors là, donc c'est déjà réglé, je vais juste résoudre. Ok, donc, j'accepte. Et voilà. Donc on a réduit l'erreur à 1/10, à peu près, à 1/10. Ça marche. Donc on a résolu notre système. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Je vais aller à la feuille 1. La feuille 1, c'est pour chercher les racines. J'ai déjà en fait planifié la feuille, donc ça va me faire gagner un peu de temps. Je ne sais pas, est-ce qu'on va y arriver dans le temps qui reste? Oui.
Oui, il nous reste encore une demi-heure. Donc, un quart d'heure. Un quart d'heure, rien. ما تقولش لي راك بغيتو تكونوا paresseux, paresseuse. Normalement, le prof, il veut ajouter un quart d'heure, vous voulez retrancher un quart d'heure. C'est pas grave. Alors, donc, vous voyez ici, j'ai déjà calculé, donc il me reste uniquement les racines. Donc, je vais les ajouter. J'agrandis. Vous voyez, en fait, on a les mêmes paramètres. Donc, j'ai déjà calculé. Je vais mettre ici racine 1, 2, 3. Alors, moi, au lieu de les mettre en bas, je vais les mettre au-dessus. Je vais mettre donc ici des valeurs initiales pour mes racines. Par exemple, moins 4. Je ne vais pas raisonner là. En fait, je vais donner des valeurs aléatoires. Bon, je suppose 0. Ensuite, pour la troisième racine, je vais donner 3. Et je vais calculer ici à ce niveau-là, pour la première racine. Donc, je vais juste copier ma formule. Vous voyez, j'ai déjà planifié ma formule avec des zones, des plages nommées. Donc, je vais mettre CTRL-C. Et je vais placer la première racine ici. Ensuite, ici. Et enfin, là. Remarquez bien. Regardez cet escalier que je suis en train de faire. Il faut jamais l'oublier. Pour calculer des racines, il faut donc placer les valeurs initiales, les valeurs estimées de vos racines. Il faut les placer dans la continuité de x, mais par contre, les valeurs, les ordonnées, il faut les placer chacune dans une colonne. Alors maintenant, on voit bien qu'on est loin, c'est-à-dire les estimations qu'on a données, ils sont trop loin. Comment est-ce qu'on va résoudre alors? Eh bien, on va résoudre en utilisant l'outil valeur cible. Je vais donc aller le sélectionner. C'est dans Données. Ici, Analyser scénario. Je vais donc aller vers valeur cible. Et je veux cibler quoi? Je veux cibler la valeur 0. En modifiant quoi? Ma cellule X. Cette cellule. Ce travail, je dois le faire 3 fois. Je vais lancer. Là, il a trouvé, donc j'accepte. Je refais encore. Analyse scénario, valeur cible. Toujours pour cibler 0. Et pour aller modifier ma variable X qui se trouve ici. Alors attention, des fois, ça peut ne pas converger vers la même racine, vers la racine qu'on cherche. Ça peut converger vers la même racine qu'on a déjà calculée. Dans ce cas-là, il faut changer l'initialisation. Alors, je vais lancer. J'espère qu'on va trouver la bonne racine. OK. Oui. Vous voyez, en termes de x, ça a changé. Et puis maintenant, la dernière racine. Je refais pour la troisième et dernière fois. Je veux toujours cibler 0. Ensuite, la variable à modifier, c'est celle-là. Et puis, je valide. Ça marche. On a trouvé donc une solution. Et voilà, donc, nous avons notre solution. Nous avons trouvé, nous avons localisé parfaitement les 3 racines. Reste maintenant juste à les visualiser. Alors ici, si je sélectionne mon graphique, vous voyez bien, qu'est-ce qu'on a représenté? On a représenté la zone bleue. Maintenant, il suffit juste que je la prolonge, que je prolonge la zone bleue. Je vais réduire le zoom pour travailler tranquillement. Et je dois ajouter 3 colonnes. Donc, j'étends la zone bleue sur les 3 colonnes pour couvrir les 3 racines. Alors maintenant, ils vont s'ajouter. Je suis sûr que les racines ont été ajoutées. Alors ici, il n'y a pas de légende, mais si, par exemple, je demande d'afficher une légende, alors pour afficher une légende, on pourrait donc très bien demander à ajouter au graphique une légende. La légende. Par exemple, on pourrait l'ajouter à droite ou bien à gauche, peu importe. Ajoutons-la à droite. Donc on voit clairement qu'il y a tout. Je vais agrandir maintenant. Il y a mes 3 racines, sauf on ne les voit pas parce que chaque racine, c'est uniquement un seul point. Le seul moyen de les visualiser, c'est de mettre les marqueurs. Alors, mais le problème, comment les sélectionner? Pour ma courbe bleue, je peux bien mettre la main dessus. Vous voyez, je peux cliquer dessus. Pour les autres, non. Donc, il va falloir aller vers, comme ce que je vous ai montré, peut-être format. Et puis, ici, là, dans cette liste,
je vais aller sélectionner, pas ici, non. C'est ici. Là, il faut que je sélectionne ma racine 1, la série racine 1. Voilà, maintenant qu'il est sélectionné, vous voyez, il apparaît là. D'accord? Sauf qu'il va falloir que je remplis cette zone. Je vais donc aller vers les propriétés en cliquant ici sur mise en forme de la sélection. Automatiquement, il y a cette boîte qui va sortir. Je vais aller vers la première page, la page de remplissage, vers marque. Et je vais donc dire, je veux bien, pour les options de marque, je veux bien avoir une marque. Je vais choisir par exemple une forme, je ne sais pas laquelle on a choisi là. Carré par exemple, donc je laisse carré. Je choisis une taille, donc suffisamment grande pour la voir. Et puis maintenant la couleur, peu importe, c'est à vous de choisir la couleur comme vous voulez. Au niveau du remplissage, vous pouvez choisir une couleur unie par exemple, une seule couleur. Et c'est à vous de la choisir. Bon, n'importe laquelle. Par exemple, commençons par le rouge. Voilà, c'est fait. Maintenant, il va falloir que je reprenne en allant vers la deuxième série, la série 2. C'est fait aussi. Donc, je reviens là. Option de marqueur, je suis à aucun. Donc, je mets prédéfini. Alors, cette fois-ci, donc, je veux un carré, toujours. Un carré. On a dit de taille, je ne sais pas quoi, donc 9 ou bien 10. Et puis, au niveau remplissage, je choisis une autre couleur. Par exemple. Et puis, une dernière fois, donc pour terminer cet exercice. Série 3. La même chose. Je reviens là, donc je mets prédéfini, de taille 10. Je garde cette couleur. Alors, remplissage uni, couleur. La couleur que je vais choisir, c'est à base de bleu. Voilà, et puis ça marche. Regardons maintenant notre graphique. On a montré les racines. Alors voilà, donc ça termine le premier exercice. Maintenant, je passe à ajouter une nouvelle feuille. Celle-là, je l'appelle tendance. La tendance. Ah non, pas ici, non. Donc, je vais aller vers la feuille 3. Je vais dire ici tendance. J'agrandis maintenant. Alors, au niveau de cette feuille, qu'est-ce qu'on a à faire? On a juste à saisir ce tableau. D'accord? Donc, je vais mettre l'année. Ensuite, nombre d'étudiants inscrits en médecine. Nombre d'étudiants inscrits en médecine. Alors, dans la colonne C, je mettrai nombre médecins, nombre de médecins, bien sûr par 1000 habitants. Je vais faire comme ça, par 1000 habitants. Voilà, c'est tout. Donc, ensuite, je mets les années. Donc, je pars de 2010. Je vais donc aller jusqu'à 2014. Je vais faire bouger de 1 à chaque fois. Voilà, ça marche. Donc, on est à 2014. Et puis, je vais placer les valeurs. Nous avons 1,2, 1,22. Nombre d'inscrits en médecine par 1000 habitants. Par 1000, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Nombre d'étudiants inscrits en médecine. Donc, il n'y a pas... Sur 1000. En fait, c'est le nombre divisé par 1000. Pour juste les arrondir à la même échelle. 1,22. 1,365. Ensuite, 1,4. Hado, c'est des statistiques que j'ai pris à partir du site du ministère de la Santé. Donc, ça donne des statistiques de ce genre. Donc, on est capable de savoir, par exemple, combien on a d'étudiants futurs médecins. D'accord? Et quelle est la taille ou la valeur du besoin en termes d'encadrement, en termes de médecine. Ensuite, 1,42. Vous voyez que ça ne bouge même pas. Ça bouge presque. C'est pourquoi au niveau de la courbe, on a presque quelque chose d'horizontal.
Par contre, le besoin, il est sans cesse croissant. Le besoin en termes d'encadrement par des médecins, encadrement sanitaire, au niveau de la santé. On a souvent besoin, à chaque fois que le nombre de population augmente, à chaque fois que le nombre de médecins doit être plus grand aussi. Alors ici, le nombre de médecins, on est à 0,62. Ça, c'est un taux. Normalement, on devrait être à un taux plus grand. Ça veut dire qu'on a moins qu'un médecin pour 1000 habitants. Moins qu'un médecin pour 1000 habitants. C'est très peu. 0,62 encore. 0,6. C'est presque stationnaire. 0,58. شنو كتعني هذه؟ ما كنخرجوش beaucoup de médecins. Alors, je vais agrandir là. Je veux bien en fait que ça revienne à la ligne. Comme je vous ai dit, donc Alt, entrée. Pourquoi ça ne revient pas? Voilà, ça marche. C'est Alt, entrée. Si vous voulez revenir à la ligne. Ça marche. Et puis maintenant, je vais agrandir un petit peu, peut-être horizontalement. Le tout maintenant est prêt pour représenter graphiquement. Je vais sélectionner les trois colonnes. Ensuite, je vais vers insertion. Je vais représenter deux courbes seulement, c'est-à-dire les deux dernières colonnes en fonction de la première. Chaque fois que vous avez cette situation, il faut passer par nuage de points. Donc, je vais mettre insertion, nuage de points. En fait, j'ai constaté que certains, ils ont choisi avec lissage. Là, on n'a pas besoin de faire le lissage. Plutôt, on veut obtenir quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a des segments. Donc, on choisira segment avec des marqueurs. On obtient donc le résultat, il est là. Alors, beaucoup parmi vous m'ont dit que c'est pas vraiment la même chose. Alors, regardez, en fait, j'ai répondu par le fait que c'est juste un problème d'échelle. Donc, si on fait quelque chose comme ça, donc vous voyez que la forme, il a changé. Oui, effectivement, oui. Il y a quelques petites différences. Donc, c'est au niveau des données. Peut-être que je vous ai donné ici un graphique qui ne correspond pas à ces données-là. Oui. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, je vous ai dit, il faut croire juste ce que vous avez obtenu pour ces valeurs. ماشي مشكل. Donc, هنا راه باينه بانه مثلا هنا vous voyez c'est de 0,6 à 0,8. Donc, par exemple, si vous prenez ce point-là, c'est le max, presque il est à 0,7. Or là, on n'a jamais donné 0,7. Donc, peut-être c'est quel point qui doit être le troisième. Si vous mettez ici 0,7, vous pouvez obtenir quelque chose de... Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Un pic, 0,7. Oui. C'est ici 0,7. Et l'autre, il n'est pas trop... Exact. Il n'est pas trop loin. Peut-être. Voilà. À peu près. حتى هذوك les deux points راه طالعين شي شويه. حتى هذا le point هذا طالعين شي شويه. Comment? Peut-être. حنا نزيدوا هذا شي شويه donc 0,65 aussi. Voilà. On le laisse comme ça. Mais malgré, c'est pas la même allure. Bon, c'est pas grave. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la courbe de tendance, ajouter une courbe de tendance rapidement, donc linéaire. Je vais choisir donc une courbe linéaire. Je vais choisir de décaler en avant de combien d'unités? De 2. Et puis je coche ajouter l'équation à côté. Alors, si vous voulez encore régler d'autres paramètres, comme la couleur de la courbe de tendance, vous pouvez le faire ici.
Par exemple, si vous irez vers couleur, vous pouvez régler la couleur du tracé, la couleur du trait, le type de trait, etc. Mais moi, je ne vais pas le faire. Je vais laisser juste la couleur par défaut. Je viens de la voir, donc regardez, en fait, pour la première courbe, c'est déjà fait. Et ben, je fais la même chose pour la deuxième courbe. Ajouter une courbe de tendance aussi, en allant décaler de 2 aussi, et puis de 2 unités, ensuite on affiche la courbe sur le graphique. Voilà, c'est fait. On a créé les différentes courbes. Je vais juste agrandir un petit peu pour voir plus clair, et je vais agrandir verticalement aussi, de cette manière. Et voilà, donc je vais déplacer mes équations. L'autre équation. Voilà, ça marche. Donc on le laisse comme ça. On a réalisé donc, répondu à l'exercice. Oui? Ici, j'ai changé les valeurs. J'ai changé les valeurs. Vous voyez en fait que j'ai changé les valeurs juste pour avoir l'allure qu'on a là. Ou bien, on n'est pas censé faire comme ça, en fait, parce que je vous ai dit que éventuellement, ces données-là, ils étaient modifiés, en fait. Là, le graphique que vous voyez là, il ne correspond pas exactement aux données. De toute façon, c'est pas grave. Si on laisse les mêmes valeurs que je vous ai données, qu'on a là, on aura toujours quelque chose de bien. Problème d'échelle? Moi, j'ai cru que c'était un problème d'échelle. Lorsque je vous ai dit, attention, il faut juste faire comme ça, pour voir la même allure. Mais maintenant que je viens de le faire, je constate que c'est juste un problème de valeur. Les valeurs, parce que vous savez qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai une bibliothèque, une banque d'examens. Quand je veux vous donner un contrôle, je retire les valeurs et je les remplace par d'autres. Peut-être que j'ai remplacé ici et je n'ai pas remplacé celui-ci. C'est tout. Mais ça ne doit pas gêner. On a corrigé. Donc, on a corrigé dans le temps. Vous voyez? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, je vais sauvegarder. J'enregistre donc mon classeur. Je vais l'appeler correction du devoir ou bien du contrôle. Contrôle. Correction. C'est fait. Je vais fermer Excel et je vais donc aller aussi arrêter ma vidéo. La vidéo, il est ici. Stop.